La Baleine Endiablée, brasserie indépendante, auberge conviviale. Un fier partenaire de l'émission. Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Nous, on a du fun comme toujours dans le sous-sol de chez vos parents. Merci de nous accueillir comme tout le temps. On parle de musique à l'émission Les Babines. Suivez les Babines. Qu'est-ce que tu me parles aujourd'hui, mon beau Carl? Tabarouette, je pense que c'est la plus belle intro que tu as faite depuis le début de l'émission. Ben, sur une échelle de 0 à 10, les autres étaient à 2 ou 3. Celle-là, peut-être à 4-5. Exactement. C'est la meilleure. Je ne voulais pas mettre les chiffres là-dedans, mais bon, maintenant que tu l'as dit. Authentique. 4 ou 5, ça passe pas. Ça laisse beaucoup de place pour l'amélioration. Ouais. On va peut-être avoir une deuxième saison, là, puis on va partir de 4. C'est pas pire. Pas de... Sur 5? Non, sur 10! Fait que moi, aujourd'hui, on va te parler de Yunam et de Jóhann Jóhannsson. Toi, Guillaume? Je te présente Olivier Martin, compositeur de Rivière-du-Loup, artiste de Rivière-du-Loup. Puis, je te présente aussi le compositeur de musique classique pour chorale, John Rutter. On s'en va quand même dans des univers. Pour ma part, ça, c'est un univers que j'ai jamais exploré dans la saison. Mais on part de ça, ce show-là de bord. On fait ça! Let's go! Super! Bon, écoute, Arrival, c'est un des plus récents films de Denis Villeneuve. Rapidement, je vais te décrire un peu le synopsis du film. Fait que il va y avoir une image dans l'image pendant que j'en parle. Ceux qui veulent pas écouter ce que j'ai à dire par rapport à ça parce qu'ils veulent voir le film puis qu'ils l'ont pas encore vu, faites juste mettre mute jusqu'au moment où cette image-là va disparaître. Fait que ce qui se passe dans Arrival, c'est que c'est une professeure de linguistique qui se fait contacter par l'armée parce que soudainement, il y a des espèces de vaisseaux spatials extraterrestres qui apparaissent un peu partout sur Terre. Et puis, au courant du film, on réalise qu'ils sont habités par des êtres qui ont un langage très étrange, qui est circulaire. Comme si on pouvait écrire une phrase avec les deux mains en même temps, puis qu'en se rejoignant, tu étais capable d'écrire une idée complète, mais en commençant par le début puis la fin en même temps, puis que finalement, tout ça devenait un cercle qui se termine jamais. C'est une équipe de scientifiques dont la professeure de linguistique, qui est grosso modo décrite comme une experte dans le domaine et tout ça, qui va aider, dans le fond, à comprendre pourquoi ils sont là, puis qu'est-ce qu'ils veulent exactement, puis tout ça. Ce que les extraterrestres sont venus transmettre aux humains, finalement, c'est leur langage. C'est ça qu'ils sont venus leur donner. Puis ce langage-là permet de percevoir le temps de manière à ce qu'il soit plus linéaire, mais plutôt circulaire, comme leur langage. Puis de cette manière-là, que, grosso modo, tu sois capable d'affecter le passé, le futur, puisque tu l'as déjà vu, si on veut. Jóhann Jóhannsson, c'est le compositeur de musique qui a créé la trame sonore pour ce film-là. Puis je trouve que Denis Villeneuve a visé dans le mille en choisissant cet artiste-là pour faire la trame sonore. Ce gars-là, il travaille très différemment des autres. Tu sais, quand tu penses à des compositeurs modernes comme Hans Zimmer puis tout ça, tu vas avoir beaucoup des gens qui utilisent un peu tout ce qui est à la pointe de la technologie pour créer les sons les plus crisp possibles, puis les ambiances les plus... on pourrait dire bombastique, là, tu sais, que ça explose, la bass, tout est intense, là, puis tout ça. Alors que dans cette trame sonore-là, il y a quand même une certaine intensité, mais elle est plus ambiante, qui va te chercher un peu dans ton sens du wonder. Puis j'utilise un mot en anglais pour dire ça parce que j'ai un peu de difficulté à trouver un mot en français. Ça pourrait-tu être contemplation? C'est comme un mélange de peur de l'inconnu, puis d'attirance aussi vers l'inconnu. La musique, je trouve, de ce film-là, crée cette émotion-là en toi, je trouve. C'est une musique qui est à la fois organique, mais machinale. C'est une musique qui est à la fois épeurante, mais rassurante et intrigante aussi. Maintenant, tu sais, dans les faits, comment que ça a été composé? Jóhann Jóhannsson, c'est quelqu'un qui aime ça travailler beaucoup avec les besoins conceptuels de sur quoi il travaille. Le film, en tant que tel, lui, il parle d'un langage circulaire, puis un langage qui est comme ni plus ni moins sans fin, si on veut. Puis il a décidé de créer beaucoup de sons en utilisant ce principe-là de base. Fait que Jóhann Jóhannsson a utilisé beaucoup de tape, une machine de ce genre-là, pour créer des loops avec les sons. Puis souvent, c'est des loops de sons qui, encore une fois, viennent d'instruments qu'on connaît, mais qui leur enlèvent leur expression initiale.
T'entends beaucoup de piano dans cette trame sonore-là, mais t'entends pas une seule note de piano. Ah, c'est drôle. OK. C'est comme si tu criais dans une caverne, puis que t'enlevais ton cri, puis que tu faisais juste garder l'écho. Ouais. Ouais. Ce qu'il fait aussi, c'est d'utiliser des voix humaines. Presque tout le long de sa trame sonore, tu entends des sons de voix humaines. Il y a des voix qui vont aller plus te chercher dans des choses caverneuses, des choses lointaines, puis justement quelque chose d'un peu épeurant, je dirais, qui te donne un peu un sentiment d'inquiétude, que tu es devant quelque chose que tu n'as jamais vu, puis tu sais pas si c'est dangereux ou pas, ce genre de choses-là. Aussi beaucoup de petits moments où tu as des petites voix, puis ça crée comme une espèce d'effet, comme que lui il l'a dit dans une entrevue, qui donne un peu un effet de code Morse dans la musique. Puis tu sais, encore une fois, dans le film étant à propos du langage, puis comment on l'interprète, puis tout ça, ben lui, il voulait aller là, tu sais, faire un genre de code Morse, puis même plus loin que ça, il dit, ces petites voix-là qu'il y a dans la musique, je le vois un peu comme un bébé naissant, tu sais, un bébé qui commence à parler un peu, à entendre les mots puis les sons qu'il y a autour de lui, puis de commencer à essayer de les faire lui-même, mais qui n'est pas encore rendu capable de le faire pour vrai, tu sais, de parler vraiment le langage. Puis encore une fois, le film, grosso modo, parle de ça, de l'humanité à l'aube d'apprendre un nouveau langage qui va changer le cours de leur existence, finalement. Je trouve que le travail de ce compositeur-là, qui est mort un peu trop jeune, est à découvrir. J'ai voulu parler de celui-là en particulier parce que je pense que Arrival est un des films les plus connus sur lequel il a travaillé. Mais je trouve que ça vaut la peine de commencer par une trame sonore de film quand tu as vu le film, parce que ultimement, ce que je suis en train de proposer là, c'est de la musique ambiante. La musique ambiante, c'est pas facile, je trouve, d'accès pour la majorité des gens parce que t'écoutes ça, puis il n'y a pas beaucoup de choses auxquelles t'accrocher. C'est souvent de la musique qui est très conceptuelle, fait que même s'il n'y a pas un film qui est associé à, généralement, il y a une idée, un poème, une histoire qui a été écrite autour de la musique ou, tu sais, une thématique, quelque chose comme ça. Fait que je trouve que c'est une bonne manière d'introduire les gens à la musique ambiante en parlant d'un compositeur de film parce que justement, il y a un support visuel qui vient avec sa musique. Après, je pense que si tu aimes ce type de musique-là, à un moment donné, tu peux t'éloigner de ça puis lâcher le volant d'avoir un support visuel puis juste écouter des ambiances de son qui te donnent des émotions de ce type-là. Fait que voilà, j'espère que tu as aimé ça. Très. Jóhann Jóhannsson. Jóhann Jóhannsson. Je vais te présenter Olivier Martin, qui est un compositeur, auteur-compositeur, interprète de Rivière-du-Loup, qui a sorti un album qui s'appelle Coup de barre. Avant la pandémie, moi et Olivier, on a eu la chance de jouer beaucoup de musique ensemble, tu sais, des petits contrats de jazz, entre autres, par-ci, par-là. Tu sais. On ne s'est pas vraiment revus depuis ces quelques années-là, mais de son côté, je trouve ça beau de voir qu'il a évolué dans beaucoup d'aspects qui sont importants pour lui. Tu sais. C'est un musicien accompli à plusieurs niveaux. Tu sais, oui, c'est un guitariste, mais sur l'album, c'est aussi le bassiste, c'est le drummer, c'est le claviériste. Il est l'ensemble de l'œuvre, disons ça de même, à quelques nuances près. Il a mis sa gomme, ça lui a pris 3 ans et demi faire ce projet-là. Puis surtout, au niveau textuel. Il a vraiment accordé à sa plume autant d'importance et d'énergie qu'il en a accordé à sa guitare dans le passé, si je peux dire ça de même. Encore là, très assumé dans le fait que voici moi en tant qu'écrivain de paroles, voici ce qui est important dans ma vie. C'est ma famille, c'est l'amour, parce que dans le fond, avec mon expérience de vie, c'est à peu près juste ça que je constate qui me tient vraiment à cœur, que j'ai l'impression d'avoir de quoi à dire avec. Tu sais.
Je vais te faire écouter le premier extrait de l'album. Ça s'appelle Balayeuse. J'ai commencé par cet extrait-là parce que, premièrement, c'est l'ouverture de l'album. Je le trouvais le fun parce qu'on voyait un petit côté, tu sais, une certaine poésie. Tu sais, il parle tu m'aimes-tu souvent, même si je passe pas à balayeuse souvent. Tu sais, c'est comme, il intègre le quotidien à l'amour. Puis dans ce sens-là, je trouve qu'on peut tous se reconnaître un peu là-dedans. Tu sais. Ouais. Nous, les pas propres qui passent pas la balayeuse. Ouais. En tout cas, je suis quand même propre. Vous savez ça? Ouais. Je suis allé dans ton studio de musique puis c'était propre, là. C'est vrai. T'es passé à balayeuse avant que j'arrive, je suis pas mal sûr. Ah ouais? Ça sentait le Windex. Vite, Carl arrive. Carl arrive! Je trouve que c'est quelque chose qu'on dit souvent en tant que chansonnier, même si je suis un peu tout croche comme gars. Ça se peut-tu que ça se retrouve assez souvent dans le répertoire des chanteurs québécois de dire quelque chose qui est presque exactement ça tout le temps. Ouais, faudrait pas croire qu'il faut être tout croche pour être un artiste, ça serait triste. Ouais, c'est ça. Surtout pour la relève. La relève, soyez organisé, puis soyez artiste. Ouais, c'est ça. Même si je suis un peu trop propre tout le temps, je suis comme anal avec tout ce que les affaires sont placées dans la maison. C'est quelque chose que j'entends moins souvent. Ouais, parce qu'eux autres, ils ont raison. Ils n'ont pas besoin Pas besoin d'écrire une toune là-dessus. Non, c'est moi qui ai raison. Les verres vont là, les assiettes vont là. Aime-moi, point. Sarcasme, j'espère que vous l'aurez compris. Mm-hmm. Le prochain extrait que j'ai envie de te faire écouter, c'est mon coup de cœur, en fait, sur l'album. Right, okay. La chanson s'appelle Pour elle avec un S. C'est comme un hommage aux femmes. Okay. Puis j'ai bien aimé l'ambiance. Écoute, je sais pas comment la décrire. C'est un mélange, je trouve, de prog des années 70 puis de... Connais-tu Steely Dan? Non. Ça me fait penser à du Steely Dan. OK. Puis un mélange de prog des années 70 puis dans une lenteur riche et profonde. En tout cas, j'ai comme fait « Oh! » Majoritairement, ça a été enregistré puis composé. Là, je soupçonne qu'il a fait ça chez lui. Mais enregistré chez lui, ça je suis sûr. Comme moi, il y a son studio dans le sous-sol. Mm-hmm. Le sous-sol semble être la place typique du studio. C'est rare qu'on met ça dans le grenier. En tout cas, je n'ai pas vu souvent. Il y a un petit peu de collaboration du sonore à Rivière-du-Loup toujours pour... Je pense l'enregistrement de la bass puis certains back vocals, mais c'est tout. Okay. Sinon, ça a vraiment tout été fait chez lui. Ah, fait que dernier extrait qui s'appelle Curriculum Vitae. Ça, j'ai choisi cet extrait-là parce que peut-être un peu plus aussi dans mes cordes, il est plus rock. Ton gros 110% toute l'année. Comme un bon petit joueur de hockey. Puis par une crise de scène. Fait que, ben voilà, écoute, brève présentation de Olivier Martin. Je pense que si je devais résumer, je te dirais que c'est un musicien hyper talentueux, un gars qui est tout en douceur, tout en nuance aussi, en poésie, mais qui est capable de rocker. On aime ça de même. Ouais, on aime ça. Il y a quelques semaines, j'ai parlé de Apache,
puis du dubstep. Ouais, c'était bon. Il s'appelait John the Buck. John the Buck le Belge. John the Buck. J'imagine que ce que je m'apprête à faire là, c'est la continuité un peu de cette réflexion-là. Quand je parlais de John the Buck le Belge, Yeah. je parlais, entre autres, du principe que quand tu écoutes de la musique comme celle-là, souvent, c'est une seule personne qui est derrière tout ça. Puis on pourrait dire qu'ils ont un contrôle assez absolu sur ce qu'ils sont en train de faire. Puis il y a tout un genre de musique électronique que, lui, il se compose très différemment de ce que je viens de décrire. On va parler de synthétiseurs modulaires. Moi, je conseille un film qui s'appelle I Dream of Wires. C'est un maudit bon film pour expliquer c'est quoi cet univers-là. Ben déjà, c'est quoi un synthétiseur modulaire? Bonne question. Qu'est-ce qu'un ça, synthétiseur modulaire? c'est quand même important. Un synthétiseur, pour beaucoup de monde, c'est un piano électronique, dans le fond. Ouais. Un synthétiseur, finalement, tout ce que ça y prend pour être qualifié de synthétiseur, c'est qu'il synthétise un son. Le mot modulaire veut dire que tu peux le décomposer et le recomposer à l'infini. Donc, tu peux prendre plusieurs morceaux. Normalement, tu sais, un synthétiseur avec un clavier devant puis tout ça, c'est un programme fermé. Tout le synthétiseur est contenu en lui-même. Mm-hmm. Celui-là, ben, le synthétiseur, c'est toi qui le fabriques. Puis c'est là où ça devient plutôt intéressant, c'est que tu peux fabriquer tes propres synthétiseurs toi-même. Tu peux en acheter aussi. Tu peux les assembler. Essentiellement, de quoi ça a l'air quand tu as ça devant toi, c'est comme un peu les anciens téléphones où il y avait des gens qui branchaient plusieurs câbles pour connecter, mettons, une ligne téléphonique à une autre. Fait que c'est un peu de même que tu connectes un synthétiseur modulaire avec lui-même. Normalement, ça, c'est dans la boîte, puis tu le vois pas. Tout ça fait en sorte que finalement, tu as comme une bête devant toi qui respire, puis qui agit un peu toute seule. Puis c'est ça la beauté du synthétiseur modulaire versus le reste de ce type de musique-là, qui est composé plus d'une manière, je dirais, intellectuelle. Tu sais, quand Apache, qui fait du dubstep, c'est sûr qu'il expérimente lui aussi avec du son. Tu sais, il check des basses, tout ça. À un moment donné, il en pogne une, il réussit à avoir le son qu'il veut avec ça. Puis il prend cette bass-là, puis là, il va la placer sur une ligne de temps. Il va rajouter un drum qui va aller avec ça. Tout ça va se faire un peu étape par étape. Avec une bête comme celle-là, ben au début, il faut que tu expérimentes. Puis même quand tu es rendu bien habitué, c'est là où tu pognes des affaires que justement tu t'attendais pas. Mais somme toute, par contre, même en branchant ta patch comme tu pensais, comme ce que tu voudrais, tu peux toujours avoir des surprises. Puis ça se peut que le synthétiseur, il te donne de quoi finalement que tu pensais pas qu'il allait te donner. Ça, essentiellement, c'est ça la différence pour moi entre composer avec des synthétiseurs modulaires puis des machines en général physiques versus ce qui est plus rendu commun de composer sur des logiciels de musique électronique, tu sais, que tu... Sur un synthé modulaire, est-ce qu'il y a des touches de piano? Ben non, c'est autre chose. Essentiellement, il n'y en a pas, mais tu peux brancher un piano là-dedans pour avoir des touches. OK. Fait que, tu sais, tout est possible avec un synthétiseur modulaire. Puis je vais t'en faire écouter une de Unam. Ouais. Puis, tu sais, j'utilise Unam parce que c'est un de mes amis. Fait que j'ai vu son synthétiseur modulaire, j'ai vu comment il travaille, comment il l'utilise, comment il l'a fabriqué. Je trouve que la particularité de Manu, comparé à d'autres musiciens qui gravitent dans cet univers-là, c'est son background musical qui est un peu hétéroclite, puis que tu retrouves quand même dans sa musique. Il y a un petit côté punk, un petit côté noise. Je pense que tu le vois mieux quand que tu le vois live. Évidemment, tu vas prendre un autre gars de modulaire ou une autre fille de modulaire, puis ça va sonner totalement différent. Ça dépend du gear qu'ils ont de plugger dans leur machine, ça dépend de leur inspiration. Puis en plus, ben, quand tu fermes la machine, puis que tu débranches tes fils, puis tu ranges tout ça, ben c'est l'équivalent d'avoir fait un château de sable puis d'avoir laissé un peu les vagues l'effacer, tu sais. Tout est à recommencer.
Puis la dernière tune, finalement, un peu comme un DJ, le travail, une bonne moitié du travail est fait dans le studio puis dans la confection de l'instrument. Puis là, après, tu vas sur scène avec, puis tu le montres aux gens, tu sais. Tu montres qu'est-ce que ta machine est capable de faire, puis tout ça. Fait que je trouve que c'est différent comme trip. J'avais envie d'en parler. J'espère que tu as aimé ça. Ouais. Bon, ben, ça m'a dû l'air que c'était à mon tour de parler. Oh, ben, calme. Tu l'avais-tu préparé en allant aux toilettes ou. Non, elle a sorti genre 2 secondes avant que tu t'assoies. Wow. Une machine, un vrai sac à blagues. Elle a hopé. Elle s'est synthétisée tout ça. Ah, ben là. Oh! John Rutter. OK. C'est un compositeur d'origine anglaise. Il habite à Cambridge, en Angleterre. Je suis sur le bord de te fumer. C'est toujours tannant, ça. Le compositeur que je présente, John Rutter, je l'ai connu pendant que j'étudiais en musique au cégep. OK. Puis je devais chanter dans une chorale, en fait. Puis j'ai chanté la pièce que je vais te présenter. OK, cool. J'étais ténor. Puis c'est une pièce qui se nomme Requiem. Qu'est-ce qu'un Requiem? Ouais. C'est bien important. C'est un type d'œuvre que les compositeurs abordent. C'est une messe pour les morts. Le nom de ce genre d'œuvre-là qui s'appelle Requiem, c'est les premières paroles que tous les Requiem utilisent. C'est toujours le premier bout de texte. C'est quoi? C'est Requiem aeternam donaeis domine. C'est repose en paix éternelle. Paix éternelle pendant ton repos grâce au Seigneur. Une affaire de même, en tout cas. OK. Mm-hmm. Repose en paix grâce au Seigneur de façon éternelle. Une affaire de même. Ceux qui ont, disons, des notions de musique classique, quand on dit Requiem, celui qui pop dans la tête le plus commun, le plus connu des Requiem, c'est celui de Mozart. Mm-hmm. Requiem de Mozart, c'est quand même une sorte d'incontournable. C'est pas nécessairement à l'aube de sa mort qu'un compositeur fait un Requiem. Mm-hmm. Dans le cas de John Rutter, il l'a écrit en 1985. Okay. Ben, il l'a présenté pour la première fois en 85. Je n'étais pas né. Toi? Non. Non plus? 86 comme Tchernobyl pour moi. Ah, 87 comme Crosby pour moi. Puis son Requiem à John Rutter, toujours, a la particularité d'être hybride, dans le sens que souvent, les compositeurs ont utilisé que le texte, disons, d'origine de la messe vraiment, tu sais, l'église religieuse, tu sais, en latin. Lui, il a intégré dans son œuvre, il a intégré aussi des psaumes en anglais. Fait qu'il y a du latin et de l'anglais. OK. Ce qui est atypique de ce genre d'œuvre-là. Puis, en plus, dans des mêmes mouvements, entre autres celui que je vais te faire écouter en dernier, il mélange les voix. Tu sais, il y a de l'anglais pendant qu'il y a du latin. Puis, tu sais, ça fait qu'il a vraiment été dans une approche... il a éclaté, disons, le Requiem. Mm-hmm. Dans le cas de cette œuvre-ci, c'est une chorale dite SATB, donc soprano, alto, ténor et basse. Mm-hmm. 4 types de voix différentes. Alto et soprano, c'est des voix de femmes. Soprano, la plus aiguë, alto, la plus grave pour femmes. Ténor, la plus aiguë pour homme, basse, ça le dit. C'est une pièce qui est vraiment belle aussi parce qu'en plus de la chorale, il y a l'aspect orchestre. C'est pas un gros méga orchestre symphonique avec genre 90 musiciens. Mais tu sais, il y a du violoncelle, des timbales, un hautbois. Je sais plus s'il y a du piano, il y a des cordes. C'est quand même assez restreint. On pourrait appeler ça un orchestre de chambre. Ouais. Quand un orchestre de chambre, c'est plus petit, tu sais.
j'ai choisi vraiment de prendre ce bout-là de l'extrait parce qu'en peu de temps, on voyait, les 1000 directions que ce genre de musique-là peuvent prendre. Deux, on voyait aussi, parce que je te rappelle, c'était une messe, un recueillement face à la mort, d'une certaine manière. On voyait, tu sais, comme un côté lumineux, un espoir dans la première partie. Puis on voyait aussi la deuxième partie comme le « fuck, la mort, man! » C'est vrai, c'est à propos de la mort. C'est la mort! Tu sais, c'est comme... Fait que dans la même pièce, c'est un peu comme on pourrait dire un essai, tu sais, les écrivains qui font un essai, qui essayent de faire le tour d'une question. Là, c'est musicalement, on essaie de faire le tour d'une question, tu sais. Ouais. Le Requiem est composé de 7 mouvements, qu'on pourrait appeler 7 tunes en bon québécois. Mais ces 7 mouvements-là ne sont qu'une seule pièce. Ouais, Tu sais, le fameux album concept, ça fait longtemps que ça existe. Ouais. Là, je te présente le deuxième mouvement qui s'appelle Out of the Deep. OK. C'était un violoncelle, tu sais. Dom, 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 la grosse note avec une chorale. Tu sais, c'est quand même intéressant, je trouve, là, comme approche. C'était quelque chose de bien le fun à chanter, ça, d'ailleurs. Tu sais. On sortait nos grosses voix. Puis, parlant de bien le fun à chanter, le dernier extrait que je veux te montrer, c'est le mouvement numéro 5 qui s'appelle Agnus Dei. Hey, merci pour l'accueil chez vos parents. C'était le fun, comme toujours.